Bienvenue, merci d'être là à cet événement de présentation du festival Coupe-Circuit et également de réflexion autour de nos pratiques, autour de la diffusion des films et de comment garantir, promouvoir la diversité des films qu'on nous offre pour qu'on puisse encore voir des films disons plus confidentiels que les Avengers et autres grosses productions. Je vais commencer tout de suite par un petit teaser et ensuite mes invités me rejoindront. Voilà, donc je détaillerai plus le festival Coupe-Circuit à la fin de cette table ronde. En fait, Coupe-Circuit met à l'honneur pendant un mois gratuitement des œuvres qu'on appelle hors-circuit, donc c'est-à-dire des œuvres qui n'ont pas ou peu de diffusion, qui ont eu une certaine diffusion sur un canal, et qui, selon nos comités de sélection, méritent d'avoir davantage de diffusion. Donc nous, en réinvestissant, Auxara, en réinvestissant le cycle numérique, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne occasion de faire un débat, une table ronde autour des questions de la diversité, puisque, comme vous le savez, la diffusion et la consommation des œuvres cinématographiques aujourd'hui connaît un bouleversement énorme, un bouleversement qui est le plus gros depuis les années 50 et l'arrivée des postes de télévision, en gros. Donc, alors qu'il y a des très gros opérateurs qui commencent à prendre l'hégémonie sur la diffusion, voilà, les cinéphiles se demandent mais comment est-ce qu'on va conserver un accès à des œuvres plus indépendantes, plus mal polies, plus audacieuses, plus low budget, qui méritent en fait d'être portées à notre attention et qui pourraient en fait profiter de ce que le web offre pour avoir davantage de public et davantage d'attention. Voilà, cette table ronde, c'est aussi une réflexion pour... alors qu'aujourd'hui, donc, les films de qualité sont de moins en moins accessibles, ou en tout cas, que Netflix, par exemple, pour ne pas le citer, va acheter faire des contrats avec des réalisateurs importants, que par exemple le Lion d'Or à Venise a été gagné par un film qui était produit par Netflix, donc qui a priori n'aurait pas de diffusion en salle. Ça pose des gros problèmes au niveau de l'exploitation des films en salle. Ça ne sera pas le cas en Belgique, ne vous inquiétez pas. Le film sera exploité quand même au Palace. On se demande comment est-ce qu'on pourrait lutter en fait contre l'hégémonie d'Amazon, de Netflix aujourd'hui. La table ronde va se diviser en 3 temps. On va d'abord parler des garanties pour que la diversité culturelle existe sur Internet. Ensuite, on va parler des initiatives qui sont plus liées au web, vraiment des initiatives originales. Et enfin, on parlera du monde de la galaxie des petites plateformes, c'est-à-dire qu'à côté des Netflix, des Amazon, il existe aussi des plateformes beaucoup plus ciblées et qui doivent aussi, elles, faire leur chemin vers le public. Donc je vais appeler mes intervenants. Donc il y a Sevara Irgacheva qui est conseillère création et production audiovisuelle pour le CSA. Quentin Delot qui travaille pour Unifrance, qui est l'organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Jean-Baptiste Viau qui est le délégué général de la Cinémathèque des réalisateurs, qui gère la plateforme TVOD La Cinétech. Il y a Thierry van der Sanden, responsable de la promotion pour le centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Alexandra Crick, juriste pour le centre de cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bienvenue, merci à vous d'être là. Donc, comment garantir la diversité culturelle à l'heure du tout numérique ? Il y a des directives européennes qui garantissent certains quotas pour que les œuvres européennes soient mises en valeur sur les gros réseaux.
et notamment une directive qui sera bientôt mise en application ou qui est discutée. Et donc Alexandra, qui travaille pour le Centre du cinéma, va nous parler de cette garantie, en tout cas de diffusion des œuvres. Voilà, moi, je vais faire juste un point assez juridique sur ce qui existe et vers quoi on va peut-être aller. Donc, vous savez que chaque État a sa réglementation propre en matière audiovisuelle, mais cette réglementation doit respecter les prescrits de directives européennes qui nous sont imposées. Et la première directive européenne pour la télé, on va dire, ça s'appelait Télévision sans frontières, c'est en 89, où en fait, dans la continuité du traité de Rome, on a décidé que les services télévisuels devaient pouvoir circuler librement dans toute l'Union. Et pour pouvoir circuler librement, on s'est quand même dit, attention, ça touche à des choses importantes pour le public, comme il y a des choses en matière de protection des mineurs, la publicité et la promotion des œuvres européennes, puisque la télévision était aussi un vecteur de diversité culturelle. Donc la directive a imposé des minimums pour tous les pays concernant ces obligations-là en matière de protection des enfants, protection de la diversité culturelle en 89. Mais en échange de quoi les services pouvaient circuler librement dans tous les États, et en échange de quoi aussi aux services, on leur disait, parce que vous avez les minimums, mais chaque État pouvait aller plus loin. Donc, par exemple, imaginons, dans la directive initiale, c'était en matière de promotion des œuvres européennes, c'est l'article 16 de la directive, qui est toujours l'article 16 de la directive pour l'instant, qui prévoit 50% d'œuvres européennes dans le service télévisuel, en excluant certains programmes comme l'information, les jeux et tout ça. Donc on calcule, il faut 50% d'œuvres européennes. Donc ce n'est pas des œuvres propres à chaque État national, c'est des œuvres européennes. Et donc ça, c'était le minimum. Mais si vous, État membre, vous estimez que 50%, c'est pas assez, vous pouviez mettre 70%, 75%. Mais la directive disait aussi que, et c'est toujours le cas, c'est toujours la pierre angulaire de la directive, c'est que en plus de pouvoir circuler librement, donc de ne pas devoir demander une autorisation dans chaque État membre, les services télévisuels devaient ne relever que d'un seul État. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule réglementation applicable aux services audiovisuels, même s'ils vont dans les différents pays. Donc, si vous êtes établi au Luxembourg, prenons ce cas, puisqu'on va voir très pratiquement comment ça se passe, vous êtes établi au Luxembourg, vous pouvez aller dans toute l'Union, circuler dans toute l'Union, vous êtes soumis à la réglementation de votre pays qui fait le choix de soit imposer les obligations minimales de la directive, soit d'imposer des obligations plus lourdes. Mais une fois que vous respectez la réglementation du pays où vous êtes, vous pouvez circuler librement et on ne peut pas vous imposer d'autres obligations. Donc si vous êtes au Luxembourg, qu'eux, ils prennent juste les obligations minimales de la directive qui est 50%, dans ces cas-là, même si dans le pays voisin, c'est 80% d'œuvres européennes, vous n'avez pas le droit de leur imposer les 80% puisqu'ils sont soumis au principe du pays d'origine, donc le principe du pays duquel ils relèvent. Et ils ne doivent pas se soumettre aux 28 réglementations européennes. Donc ça, c'est la base de toute la politique audiovisuelle de l'Union européenne depuis 1989. Il y a eu plusieurs révisions de cette directive en 1997, en 2010, et maintenant on est dans une nouvelle révision. Alors les révisions, alors je vais vous donner un peu mon opinion par rapport à ça, après je pourrais vous dire de façon plus précise, mais donc les révisions, c'était, ça c'est sûr, c'était pour à chaque fois s'adapter à la technologie, puisque imaginez donc une directive, je ne sais pas s'il est des juristes ou pas, mais la négociation d'une directive, ça prend à peu près 3 ans.
D'abord, la Commission demande un peu aux États c'est quoi les problèmes, puis la Commission fait une proposition, puis cette proposition est examinée au Conseil, donc par les représentants des États membres. Donc, par exemple, au Conseil, c'est le ministre, soit de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit germanophone, soit flamand qui siège. À tour de rôle, on établit une position belge, et c'est la position qui est défendue au Conseil, le ministre de la Culture français, tout ça. Et puis, il y a le Parlement qui travaille parallèlement sur ce texte. Puis, vous dégagez une majorité sur le texte, chacun dans son enceinte, puis on doit regrouper les majorités. Donc, imaginez bien, déjà à 28, où chacun a des préoccupations très différentes et des politiques et des visions très, très différentes. Mais au départ, la proposition de la Commission, c'est toujours se dire, bon, là, il y a une évolution technologique, il faut quand même qu'on réfléchisse à adapter. Parce que celle de 89 visait que les services télévisuels, les chaînes classiques, ça n'existait pas. Les services non linéaires, comme on les appelait. En 2010, ils se sont dit, oh, il y a les services non linéaires, il n'y a aucune réglementation prévue pour ça. Est-ce qu'ils peuvent circuler librement? Est-ce qu'ils ne peuvent pas circuler librement? Est-ce qu'ils ont des règles minimum? Donc, à chaque fois, la Libye, c'est de dire, vu qu'ils vont circuler librement, imposons quand même des règles minimales pour que les gens soient protégés. Et donc, en 2010, on introduit dans la directive Télévision sans frontières les services non linéaires dans la directive, donc on étend le champ d'application, et en même temps d'étendre le champ d'application, on dit, bon, on garde toujours les mêmes grandes préoccupations, protection des mineurs et ce genre de choses, et diversité culturelle. Donc on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir une certaine diversité culturelle et promouvoir, donc, parce que c'est lié aux médias, donc c'est plutôt promouvoir pour que les gens voient à l'écran des œuvres européennes, comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on avait le système de quotas de 50% dans celle de 89, mais on se dit, bon, pour les services linéaires, d'abord c'était un peu nouveau, et puis on ne savait pas trop bien quoi leur imposer, donc c'est peut-être que vous avez déjà entendu parler, le fameux article 13, qui est inséré en 2010 et qui prévoit que les États membres, donc l'obligation minimale, c'est doivent veiller à la promotion des œuvres européennes. Ça, c'est l'obligation. Après, comment vous faites? La directive vous lance plusieurs pistes que chaque État est libre de déterminer et de contrôler aussi. Parce qu'après, il y a tout le problème du contrôle. C'est-à-dire les États qui disent veille, oui, vous avez fait un petit peu, voilà, vous avez veillé à la promotion. Ou alors vous avez des États comme la France et notre CSA qui véritablement vérifient, tiens, c'est quoi la promotion? Tiens, là, ça va pas, voilà. Donc, donc il y a l'article 13 qui dit on doit veiller à la promotion et vous avez le choix, quelque part, dans 3 instruments que vous pouvez appliquer cumulativement, séparément. C'est la contribution. La contribution, c'est le fait soit que les services versent directement de l'argent au pouvoir public, soit doivent investir véritablement dans les œuvres. C'est ce qui est le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque les éditeurs de services, nous on l'a même étendu aux distributeurs de services, ils doivent investir selon leur chiffre d'affaires dans la production audiovisuelle. Et puis, il y avait 2 autres instruments qui étaient les quotas et la mise en valeur des œuvres. Vous me dites si je suis trop longue, parce que je ne regarde pas du tout ma montre. Donc, et la mise en valeur des œuvres européennes. Et donc, lorsque, en 2010, la Fédération a transposé la directive, elle devait choisir parmi ces instruments. Elle a dit la contribution d'office, puisque déjà, on l'a imposée aux services télévisuels classiques, mais que pour nos propres chaînes, puisque ceux qui sont établis ailleurs, ils respectent les obligations des pays dans lesquels ils sont établis. Donc, nos propres chaînes, elles doivent contribuer. Et pour les services linéaires, donc on dit non linéaires, on dit bon, on va leur imposer aussi la contribution. Et parmi le quota
et la mise en valeur, on a fait le choix de prendre que la mise en valeur des œuvres européennes et pas des quotas, pour une raison... Voilà, c'était d'abord expérimental, et pour une raison en disant, fixer un quota dans des catalogues énormes. Imaginez un catalogue comme Netflix, vous avez un quota, imaginons même 50%, 50% jamais, mais... on va parler de la nouvelle directive qui impose un quota de 30%, donc 30% dans leur catalogue. Mais si c'est tout au fond, ou si l'algorithme ne vous le présente jamais, si il n'y a jamais une publicité, vous n'allez jamais réussir à accéder. Donc on se dit, le quota pour nous, ce n'est pas vraiment quelque chose d'essentiel. Pour nous, c'est la mise en valeur. Et donc le décret prévoyait ça, avec une évaluation du CSA, c'était un peu un accompagnement de cette disposition aussi pour voir si ça marchait, si ça avait un sens. Voilà, le législateur ne sait pas toujours d'office ce qui fonctionne pas, et ce qui aide et ce qui aide pas. Et c'est vrai que le CSA a pris son rôle d'accompagnateur et d'évaluateur très au sérieux. En faisant ça, on a remarqué que la mise en valeur, ils en parleront mieux que vous, et puis bon, voilà, maintenant ça a fait ses preuves, mais vraiment que la mise en valeur par des folders et tout ça, ça avait un impact. Donc, c'est en donnant l'information que c'est disponible, eh ben, les gens finalement regardaient. Bon, je ne peux pas vous dire noir sur blanc les résultats et que c'est sûr, ça fonctionne, mais en tout cas, tout le travail d'accompagnement et d'évaluation fait par le CSA a montré que quand même la mise en valeur, ça avait du sens, beaucoup de sens. Et d'ailleurs, l'Observatoire européen, dans un de ses cahiers, a même reconnu que ce qu'on avait fait, ce que la petite FEB avait fait au niveau européen par rapport à ça, était quand même assez intéressant. Et alors, je ne sais pas si c'est nous qui les avons inspirés, mais dans la nouvelle directive en discussion, il y a une obligation de mise en valeur. Et ils reprennent dans les considérants tous les outils que le CSA a réfléchi avec les acteurs. Donc maintenant, cette mise en valeur, elle va être obligatoire par tous les États. Maintenant, comme je vous dis, après, il y a le contrôle que les États vont en faire. Donc, j'en viens, parce que je sens ça. Donc, j'en viens à la nouvelle directive. Donc, elle est en cours de discussion, mais on est vraiment dans la phase finale d'adoption, c'est-à-dire qu'elle a été approuvée par chacun, sauf le Parlement. Il y a encore une séance en vote plénière le 2 octobre. Le 2 octobre, elle est votée par le Parlement, elle repasse par tout un circuit administratif, et on pense qu'elle sera publiée avant la fin de l'année, et donc les États devront la transposer, donc prendre la directive, l'insérer dans la législation. Et il y a, par rapport à la promotion des œuvres européennes, après une très très dure bataille, ça je peux vous dire, entre le nord et le sud de l'Europe, ou le nord où il ne faut aucune règle et tout va se régler comme ça, et les gens sont très très intelligents et ils vont regarder les œuvres européennes sans qu'on n'impose aucune obligation à personne, et le sud qui dit il faut mettre des obligations, il faut contrôler, il faut surveiller. Voilà, c'est deux points de vue tout à fait différents, mais c'est le point de vue du Sud qui a gagné pour la promotion des œuvres européennes, dans la mesure où maintenant tous les services linéaires et non linéaires peuvent se voir imposer une obligation de contribution malgré qu'ils ne soient pas établis dans le pays qui vise. Donc, je vais vous donner un cas très concret, RTL. RTL, je suppose peut-être beaucoup le savent, ils relèvent du Luxembourg. Donc, ils sont soumis aux obligations luxembourgeoises. Donc, toutes les mesures qu'on prend pour les faire contribuer, tout ça, ça ne leur est pas applicable. Ils sont au Luxembourg, ils disent directive SMA, nous, ça ne nous est pas applicable. Mais maintenant, avec l'article 13, on espère que ça pourra se passer comme ça, mais en tout cas, l'article 13 le prévoit, c'est que si vous ciblez, c'est-à-dire si vous avez des recettes qui viennent directement de cet État, si vous avez des publicités destinées à cet État, c'est-à-dire vous ciblez l'État, le public de cet État, vous captez une partie des recettes de l'État, cet État, il peut vous faire contribuer à la production d'œuvres audiovisuelles selon leur système. Donc,
on est dans la première fois où on grignote un petit peu le principe de vous avez une autorisation, vous pouvez circuler librement et faire fi des obligations des autres États membres. Donc ça, c'est de la première victoire dans la directive. Et cette obligation-là, elle a été étendue pour les services linéaires. Donc la télévision classique qui avait juste une obligation de quota, maintenant, les États ont aussi cette possibilité de faire contribuer. C'est une option des États. Tous les États ne sont pas obligés de faire contribuer ceux qui ciblent, mais si vous voulez le faire cibler, vous pouvez imposer la contribution aux gens qui ciblent votre marché. Première victoire, services linéaires et non linéaires. Pour les services non linéaires, comme je vous ai dit, ils ont retenu l'obligation de mise en valeur et en plus l'obligation quota catalogue. Donc vous avez les 3 obligations quelque part. Il y a 2 obligations obligatoires pour tous, c'est le quota et la mise en valeur et la contribution pour ceux qui veulent faire contribuer et même pouvoir faire contribuer ceux qui vous ciblent. Le quota est passé, donc la proposition initiale de la directive de la Commission était de 20%. Ça, je vous dis très clairement, c'est la France au Conseil européen qui a dit 20%, c'est pas assez, je veux 30%. Et voilà, c'est une directive, il y a des choses auxquelles on renonce, c'est des choses, voilà. Donc les autres ont accepté 30%. La Belgique, évidemment, était favorable à toutes les mesures pour la promotion des œuvres européennes, le plus loin qu'on puisse aller, voilà. Même si, au départ, ce n'était pas notre choix. Donc 30% et une obligation de mise en valeur, avec, dans les considérants, repris quelque part tout ce qui a été fait en Belgique par rapport à cette mise en valeur. Et il y aura en plus des lignes directrices faites pour que... Parce que certains membres disent « Ah, mais c'est quoi mise en valeur ?» On ne comprend pas très bien. Donc, il y aura des lignes directrices faites par le comité de contact pour ça. Voilà, je crois que je vais clôturer. Donc, ça veut dire que après l'implémentation de cette directive, donc les grandes plateformes type non linéaires, type Netflix ou Amazon, devront, si jamais elles ciblent le marché belge, investir dans le cinéma belge et aussi avoir 30% d'œuvres européennes dans leur catalogue. Ouais. Et aussi mettre en valeur ce catalogue. Alors, donc, on va prendre le cas Netflix très concrètement. Netflix, après l'adoption de la directive, tous les pays qu'elle cible pourront écrire un petit courrier, s'ils ont imposé à leurs propres opérateurs cette obligation, écrire un petit courrier en disant « Vous ciblez notre marché, vous tirez des recettes publicitaires de notre marché, voilà notre système de contribution, merci de vous y plier. » Après, on va voir. Ça, je vous dis tout de suite. Dans les faits, c'est ça. Mais ça a été très, très difficile. Donc, il y a des considérants de la directive. Voilà, par exemple, il y a une disposition qui... Ça ne s'appliquera pas à Netflix, mais pour ceux qui ont des tout petits chiffres d'affaires, par exemple, vous allez... Parce que la Commission est soucieuse de la lourdeur administrative. Donc, s'ils doivent appliquer 28 législations, mais c'est une toute petite plateforme qui a des tout petits revenus, alors on pourra... Voilà. Mais tout ça sera précisé dans des lignes directrices établies par les États membres. Mais Netflix, clairement, ne rentrera pas dans le cadre de ces exceptions. Et toutes les plateformes devront avoir un catalogue de 30%. Attention, pas d'œuvres belges, d'œuvres européennes. Donc ça peut être le même contenu 30% en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Voilà, 30% d'œuvres européennes. Et ils devront mettre en valeur ces œuvres européennes. Alors, ça peut être... Parce qu'un des exemples, c'est un onglet, mais je pense qu'ils font déjà cet onglet, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Voilà, sur le contrôle d'ailleurs et la mise en valeur donc, de ces œuvres européennes sur les grandes plateformes, je vais laisser la parole à Sévara. Merci, bonjour. Merci Alexandra pour cette overview complet de la directive. Je voudrais juste revenir sur le fait qu'effectivement, en ce moment, il y a des discussions sur la manière dont on va appliquer notamment la contribution à la production, parce qu'il y a des aspects très concrets de la mise en œuvre, de comment est-ce que déjà on va déterminer qu'un service nous cible vraiment. Donc c'est la notion de ciblage qui est aussi en train d'être
précisé. Il y a plusieurs critères, bien sûr, qui sont possibles en catalogue spécifique, en nombre d'abonnés, le service qui est dans une langue de pays. Mais, par exemple, actuellement, il n'y a pas de service Amazon belge. Pourtant, Amazon est présent en Belgique et il y a des œuvres belges qui se trouvent sur Amazon. Voilà. Alors, sur la mise en valeur, donc effectivement, c'est quoi ? Dans la recommandation qui a été mise en 2010 sur la mise en valeur, on définissait la mise en valeur comme un renforcement de la visibilité des œuvres européennes qui sont disponibles dans le catalogue d'un éditeur en recourant à toutes les techniques possibles de promotion. En gros, c'est communiquer sur les œuvres qui sont disponibles, c'est attribuer les moyens marketing aux œuvres européennes dans le catalogue. Bon, il se trouve que dans nos services belges, déjà, les œuvres européennes représentent plutôt 40% du catalogue, donc on n'aura pas de souci en ce qui concerne le quota. Et ils valorisent régulièrement ces œuvres. Par exemple, juste si on analyse ne serait-ce que la page Facebook d'un des éditeurs, les œuvres européennes représentent la moitié des œuvres sur lesquelles on va communiquer sur cet outil qui touche quand même un public assez important. Donc, il y a eu aussi des expériences intéressantes sur la mise en valeur en Europe qui étaient notamment inspirées par la nôtre. Notamment l'expérience italienne dont je vais vous parler, parce que ce qui était très compliqué, c'est comment on mesure le fait que cette obligation est rencontrée. Et les Italiens ont mis en place en 2017 un système de points. Ils ont 14 critères qui reprennent les différents modes de promotion et chaque critère a un nombre de points. Par exemple, 30% des œuvres qui sont visibles sur une page d'accueil doivent être européennes, ou un point qui est très important aussi, 20% des œuvres suggérées dans les systèmes de recommandation doivent être européennes, donc par les algorithmes. Ce qui est un point très très important actuellement, parce que voilà, Netflix, concrètement, fonctionne aussi en grande partie par des algorithmes. Alors, Netflix, il y a une étude qui est sortie récemment. S'ils veulent atteindre les 30% du quota, ils devront en moyenne rajouter entre 2000 et 4000 heures de contenu, donc entre 200 et 700 titres, si on compte en titres, parce que ça aussi, c'est un point sur lequel on n'a pas encore atteint en accord. Est-ce qu'on calcule en nombre d'heures? Est-ce qu'on calcule en nombre d'épisodes ou de titres? Parce que ça va quand même avoir un impact sur le fait d'atteindre le quota en question. Donc, Netflix devra rajouter entre 2000 et 4000 heures de contenu. Ils ont 3 options. Acheter du contenu local, de qualité, ce qui va leur coûter très cher. Produire du contenu local de qualité, ce qui va aussi leur coûter très cher. Et acheter du contenu de remplissage. Donc, des packages de trucs que personne n'a pas nécessairement envie de voir. Et cette mesure de mise en valeur, elle est aussi là pour contrer cette potentielle tentative pour des plateformes, que ce soit Netflix ou autre, de remplir le quota avec des choses qui sont dans le fond de catalogue et que personne ne voudra jamais voir. Voilà. Donc, en gros, est-ce qu'on pourrait demander aux grandes plateformes de modifier leur algorithme de recommandation pour attirer l'attention sur des œuvres belges ou européennes, en l'occurrence? Techniquement, en fait, ils vont être obligés de mettre en place cette obligation de mise en valeur. La difficulté, nous, le CSA, qui consisterait dans cette mesure, c'est que si nous, on veut implémenter, par exemple, 30% des œuvres promues dans le catalogue doivent être européennes, et puis on peut vérifier, on peut le faire sur nos plateformes. Par contre, la directive prévoit qu'on puisse imposer la contribution à la production, et que nous, le CSA belge, on va pouvoir aller vers Netflix et
négocier, mettre en œuvre cette obligation-là. Par contre, l'obligation de contrôle de la mise en valeur restera quand même implémentée par le pays d'origine. Donc Netflix étant aux Pays-Bas, si le Pays-Bas a mis en place ils doivent assurer la mise en valeur sans aller pour autant questionner les algorithmes. Nous, on ne pourra pas influer là-dessus. Par contre, oui, techniquement, c'est possible. Et la Commission aussi prévoit, notamment dans le considérant 21, je crois, que la recherche et la recommandation des œuvres soient facilitées par les métadonnées qui sont transmises aussi aux éditeurs. Et on sait aussi que techniquement, bien sûr, c'est possible d'influer sur un algorithme. On sait quoi, c'est un moyen de traiter les données. On introduit les données et on sait aussi très bien que Netflix, ils favorisent aussi leur propre contenu dans leurs recommandations. On sait que tel ou tel critère est possible. Après, l'idéal serait que les guidelines, le guide de la directive incluent aussi cette proportion de recommandations comme des outils de la mise en valeur obligatoire. Voilà. Merci. Je me tourne vers Thierry. Et Thierry, en fait, la situation en Belgique, autour de justement les services de TVOD, donc c'est-à-dire d'achat à la séance, ou de SVOD, donc c'est-à-dire des services en ligne qui sont à l'abonnement. Quelle est-elle aujourd'hui? Et il me semble que j'ai entendu parler de ça la semaine dernière. Vas-y. Bonjour. D'abord, c'est pas facile d'avoir une bonne idée de ce qu'est le marché de la VOD ou de la SVOD en Belgique, parce qu'il n'y a pas une transparence qui est vraiment exemplaire. Donc, on parlait de Netflix. Moi, je vois les mêmes chiffres pour Netflix depuis 1 an et demi, où on parle de 300 000 abonnés, où on ne sait plus si c'est un objectif ou si c'est ce qui est atteint. Donc, et 900 000 personnes touchées. Donc, enfin, c'est assez compliqué. C'est aussi compliqué. On avait une réunion avec des producteurs la semaine passée, où on leur demandait les résultats de leurs films. Les résultats en salle, ça, on avait plus ou moins quelque chose de cohérent. Par contre, par rapport aux plateformes, c'était « Ah bah oui, je suis ravi, mon film est sur telle ou telle plateforme. » Ah, et tu as des chiffres de vision? Bah non, mais dès que j'en ai... Et puis j'ai croisé un tel, il est très content que le film soit sur la plateforme. C'est pas très pertinent et suffisant pour se faire vraiment une idée du marché de la VOD ou de la SVOD. Donc, et puis on confond très vite, effectivement, œuvre disponible ou œuvre vue. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très... presque, enfin, pas contradictoire, mais c'est pour ça qu'effectivement l'idée des quotas n'est pas toujours très pertinente par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que effectivement l'arrivée de Netflix a été un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est sûr que ça a imposé un modèle, le modèle de la SVOD. C'est sûr que si je me mets à la place du consommateur à la base, c'est quand même magnifique. C'est un enfant dans un magasin de bonbons. C'est se dire que pour moins de 10 € par mois, on a la possibilité d'avoir accès à des milliers de films, des milliers d'œuvres, pas que des films. Alors que avant, sur l'offre l'offre à l'acte, c'était 1, 2, 5 €, même parfois, on est plus aux alentours de 2 ou 3, mais voilà, on en voit 5 sur le mois, on a épuisé ces 10 €. Donc, et puis c'est aussi, on peut se dire à la base, un moyen de lutter aussi contre le piratage. Ça devient une offre légale, pas chère, accessible pour beaucoup de monde. Donc, d'un point de vue consommateur, au début, c'est très excitant. Et puis, moi, je suis plus personnellement cinéma d'auteur, etc. Donc, je vais m'intéresser à Universiné, ce qui est assez logique. Ils ont lancé eux aussi. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient évoluer. Ils doivent se lancer sur de la SVOD aussi. C'est une évidence de consommation où Netflix a changé le marché. Il faut s'adapter. Ils lancent leur propre offre. Moi, je serais plutôt partisan de m'abonner à ça. Sauf que j'aurais aussi envie de voir des blockbusters de temps en temps. Donc, j'aurais envie de m'abonner à Netflix aussi. Sauf qu'il y a une série Amazon que je trouve formidable. Donc, j'ai envie d'avoir l'abonnement à Amazon aussi. Et finalement, mon économie, avec le jeu des exclusivités, elle devient ténue. Parce que mon temps n'a pas augmenté. Donc, le temps que je peux passer à regarder ce contenu,
il n'a pas explosé. Je ne vais pas passer 20 heures devant la télé. J'ai un boulot, des enfants. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, là, on ne l'atteint plus. Ou alors, on doit revenir au piratage, finalement, puisque tout n'est pas disponible sur l'offre. Donc, ça devient presque de la légitime défense à ce moment-là. Je ne peux pas dire ça, mais pourtant, c'est un fait. Surtout voilà, avec notre juriste à côté. Donc, mais ça n'empêche, par rapport à la consommation, on en revient à ça. Alors, la politique des exclusivités, c'est une façon aussi de combattre la chronologie des médias. La chronologie des médias qui, en France, est très importante. Un peu moins chez nous, mais en France, elle est vraiment très importante. Si on saute la case de la salle, elle ne s'applique plus vraiment. Donc, à ce moment-là, on peut avoir le film en SVOD directement. Tandis que si... vous me corrigez si je me trompe. Tandis que si on accepte la sortie en salle, on est contraint de suivre la chronologie des médias et on l'aura en SVOD 24 mois, 36 mois, 36 mois pour l'instant. Voilà, on comprend pourquoi on en arrive à cette absurdité à ce moment-là du Lion d'Or de Venise qui ne sort pas en salle. C'est pas un problème chez nous, vous avez raison, puisqu'il n'y a pas de chronologie des médias imposée stricto sensu, et suggérée, mais pas imposée. Elle ne peut pas être imposée chez nous aussi parce qu'on est très lié au marché français. Donc si on fait chacun sa chronologie, ça devient plus possible. On est envahi, en plus avec la libre circulation des marchandises. Le DVD, si vous mettez des autres dates que pour la France, soit le DVD français sera en Belgique, soit le DVD belge sera en France. Mais on ne pourra pas légiférer là-dessus. Bref... la politique d'exclusivité, pour moi, est un vrai problème. Alors, comment on peut contrer ça, encourager la différence, encourager effectivement la variété de plateformes qui existent, parce qu'il y a une grande variété de plateformes qui existent, avec, on parlera de My French Film Festival tout à l'heure, comment dire, si je dis niche, il va être fâché, mais avec des ciblages plus précis qu'un grand généraliste comme peut l'être Netflix, avec aussi effectivement la politique d'éditorialisation qui est importante, et avec le financement de la création. Maintenant, le financement de la création, est-ce que c'est vraiment un problème pour Netflix ? Eux prônent le contenu local. S'ils ont la possibilité de réinvestir dans de la production propre, à ce moment-là, je pense qu'ils pourront justifier assez aisément. Maintenant, l'avantage aussi, c'est qu'ils seront obligés de rentrer des chiffres pour qu'on puisse faire ça. Tout à fait. Après, Netflix communique beaucoup sur des Netflix Originals. Il faut savoir qu'une grande partie de ces Netflix Originals sont en fait des acquisitions. Ils produisent aussi beaucoup, ils produisent des choses qui fonctionnent très bien, mais par exemple La Casa del Papel, je ne sais pas si beaucoup de personnes savent qu'à la base c'était une série qui a été diffusée sur une chaîne espagnole et qui a été rachetée par Netflix, avec bien sûr les droits exclusifs dans le monde. Après, la trêve aussi est sur Netflix, donc c'est aussi quelque chose de positif. Je pense qu'il est tout à fait possible de stimuler une participation de Netflix dans des créations belges, que ça soit de la production ou de l'acquisition, parce que ça fait partie aussi de leur mode de fonctionnement. Après, sur une grosse majorité de ces créations-là, ça va être sigle Netflix, bim, et c'est nous. Et qui en réalité a produit La Casa del Papel, qui a pris à la base le risque de créer cette œuvre qui pouvait ne pas marcher, qui a finalement très très bien fonctionné, grâce à Netflix aussi. Donc, et puis il faut être fort pour imposer, pour que Netflix s'en empare et en fasse un cheval de bataille, donc le mettre à ce point en évidence. Fabrice Duels, donc, qui est un réalisateur belge qui avait fait Message from the King, il y a un moment où, après que le film ait été vu en festival, Netflix a fait une proposition d'achat. Voilà, il a dit, moi, j'achète le film, mais il ne sortira en salle nulle part, sauf en France, puisque la France avait déjà acquis les droits de diffusion du film. Je l'acquiers, je mets l'argent sur la table, je prends le film dans mon catalogue.
Et là, il y a une réflexion du réalisateur, d'abord, qui est de dire « Ah ben non, moi, le film, je l'ai fait pour qu'il soit en salle. J'ai pas envie qu'il ne soit disponible que sur Netflix. J'ai envie que... Voilà, moi, en tant que créateur, je l'ai fait pour la salle. » Et puis, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire, le film, je vais le vendre sur quel territoire ? Netflix a un réseau qui est presque mondial. Donc, les 9/10 de ces territoires, je ne les toucherai pas en misant sur la salle. Donc, je vais accepter l'offre de Netflix parce que l'argent est là et parce que mon film sera plus diffusé, donc potentiellement plus vu, ce qui est aussi l'objectif d'un créateur. Et puis, ce sera intéressant d'en parler avec lui 1 an et demi après, parce que moi, j'en ai parlé au moment où ça se faisait, mais sa première déception, c'est que Netflix, d'abord, n'investit pas énormément en promotion sur son film, et deuxièmement, ne l'active pas sur tous les territoires. Donc ils l'ont acquis pour l'ensemble des territoires, mais ils ne l'activent pas sur tous les territoires. Et ils ne l'avaient pas activé sur la Belgique, par exemple. Ce qui, évidemment, pour un cinéaste belge, était assez difficile à accepter. Donc voilà, donc, effectivement, ce contenu exclusif, qu'il s'approprie ou qu'il ne s'approprie pas, il faut être puissant pour arriver à ce qu'eux en fassent vraiment une promotion et arriver vraiment à exister dans cet énorme catalogue. Oui, donc justement, je vais céder la parole à Quentin qui va nous parler d'une initiative un peu particulière qui est liée à la fois au web et liée à la France et qui met justement à l'honneur le catalogue français justement dans le monde et comment est-ce qu'on peut le diffuser de manière internationale. On y arrive. Bonjour. Juste rebondir sur ce que Thierry disait sur l'histoire avec l'exemple du film de Fabrice Duvels. Voilà, en France, évidemment, la directive SMA va être transcrite. Voilà, on va avoir les questions de quotas. On a déjà des taxations sur le chiffre d'affaires, notamment la taxe YouTube qui est mise en place. Il y a tous ces biais législatifs, mais la discussion sur la transparence est très importante, même artistiquement, pour savoir à qui, enfin, la portée de son film. Et tu parlais du film de Fabrice Duvels. Moi, je veux parler du film de Houda Benyamina qui est Divine, qui était la caméra d'or à Cannes il y a quelques années. Les producteurs se sont longtemps posé la question et l'ont vendu à Netflix. Ils étaient très contents. Hein. C'est par rapport à l'addition de tous les MG sur les territoires, tu touches quelque chose de beaucoup plus important. Sinon, tu ne le fais pas, le deal. Surtout pour une réalisatrice française qui voulait voir son film en salle. Netflix ils ont fait confiance à Netflix. La relation était bonne. Mais une fois le film acquis, il voulait faire des efforts et il disait à Netflix, mais on vous file du matériel, on vous met le cast à disposition, on veut faire de la promo avec vous. Et Netflix dit non, mais c'est bon, on s'en occupe. Résultat, le film a apparemment bien marché d'après ce qu'on va entendre à gauche à droite, parce que Unifrance, on travaille à l'international et on pose la question à gauche à droite. Néanmoins, pour une réalisatrice qui veut savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans son film, ils en sont arrivés pour avoir ce type d'information, à en fait se balader sur Twitter et à chercher les hashtags divines en fait. Ce qui est maintenant un argument pour les producteurs pour dire mon film a bien marché sur Netflix parce que j'ai plein de hashtags et plein de voilà. Donc par rapport à avoir des chiffres sur la salle, savoir des profils des cibles à qui ça plaît, qui ça plaît pas, dans quelle salle ça marche, combien de temps à l'écran, on est sur une certaine différence et une certaine injustice dans la mesure où ces plateformes-là ont accès, elles, pour le coup, à des données démographiques hyper précises. Donc, je voulais juste faire ça. Et du coup, tu veux que je parle de MyFFF ou j'enchaîne? Donc, du coup, Unifrance, on fait la promotion c'est l'association officielle de promotion du cinéma français à l'international. Ça fait 70 ans qu'on existe. Les opérations ont toujours eu lieu basé sur de la promotion en salle pour inciter que les films français sortent en salle à l'international. Et en 2011 a été créé My French Film Festival, qui est le premier festival de cinéma français et francophone en ligne, parce qu'on travaille maintenant depuis très longtemps avec la Belgique, le Canada et la Suisse pour mettre en avant des films locaux et donc faire en sorte que ce festival soit francophone. C'est le premier festival de cinéma francophone en ligne et le principe c'est en gros 10 longs métrages, 10 courts métrages en compétition avec des films hors compétition également disponibles pendant 1 mois. C'est un vrai festival dans le sens où il y a un vrai jury, il y a des vrais prix. L'année dernière, c'était Paolo Sorrentino, le président du jury. Avant, on a eu Nicolas Winding Refn, le réel de Drive. On a eu Pablo Trapero. Donc, c'est un vrai festival avec des vrais prix du public, etc. Le principe, et là, je pense qu'on va mettre la petite slide, c'est qu'en fait, l'année dernière, on a fait
On a fait 12 millions de vues pour la 8e édition du festival. 12 millions de vues dans le monde. La plupart de ces vues sont des vues gratuites. Les courts-métrages sont gratuits dans le monde entier. Fort heureusement, parce qu'il faut sensibiliser à cette très belle partie de la production française et francophone. Les longs-métrages, dans les pays en jaune, que vous voyez sur la carte, sont gratuits, parce qu'on considère que on est sur des territoires où les usages de la VOD transactionnelle, donc la TVOD, sont pas forcément très largement développés. Et dans les pays en bleu, les longs métrages sont payants. Donc nous, on reverse tous les royalties qui sont générés aux ayants droit. On est une association loi 1901. Et en fait, là, pourquoi je voulais vous montrer cette carte qui est très détaillée, c'est qu'on a une 50aine de plateformes partenaires, des géantes iTunes, Google Play, mais également SVOD, Mubi, enfin des globales, des plateformes globales, et des plateformes locales aux États-Unis, au Mexique, en Côte d'Ivoire, avec des câbles opérateurs. Ici, on travaille avec Proximus et également avec Universiné Belgique sur une base non exclusive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on est assez content d'arriver à générer 12 millions de vues, non pas avec de l'exclusivité, en mettant tout sur notre plateforme myfrenchfilmfestival.com, parce qu'on fait 400 000 vues sur les 12 millions sur myfrenchfilmfestival.com, et parce qu'on arrive à faire coexister non seulement des plateformes, mais également des modèles différents. C'est-à-dire que dans un même pays, on va pouvoir avoir de la TVOD, du transactionnel, de la SVOD par abonnement, mais également de la AdVOD, financée par la publicité, est gratuit pour l'utilisateur final. Je prends l'exemple de la Russie. iTunes, avec qui l'on travaille, ils nous mettent en avant en homepage entre Avengers et Spider-Man Homecoming, tu as My French Film Festival. Donc c'est très valorisant. Mais ils nous disaient, pourquoi est-ce qu'on vous mettrait en avant, sachant que les gens peuvent aller voir le film sur Ivy ou sur Megogo gratuitement. Et en fait, chiffre à l'appui, on se rend compte qu'il y a non pas un phénomène de cannibalisation, mais bien de multiplication des vues, parce que en fait chacun a sa plateforme et chacun connaît son modèle. La marque MyFFF n'est pas assez connue pour que les gens aillent voir proactivement ça sur les plateformes, mais les gens sont habitués soit à rentrer chez eux et à avoir leur Apple TV et à payer 2 € ou 4 € pour un film parce qu'ils ont les moyens, sous-titrés, parce que les films sont sous-titrés en 10 langues, j'ai oublié de le dire, c'est un peu important, soit les gens sont habitués à aller sur Megogo parce qu'ils ne veulent pas payer. Après, chacun son approche de la création. La création devrait être rémunérée à chaque fois, mais ils ne veulent pas payer pour ça, même s'ils savent que c'est financé par la pub. Et de cette manière, c'est la multiplication des points d'entrée qui font que le festival prend de l'audience et qu'on, du coup, on démocratise un peu l'accès à un cinéma. Je te rejoins quand tu parlais de niche tout à l'heure. On est quand même sur un cinéma indépendant, qui est francophone, enfin plus qu'européen parce qu'on a des films canadiens également, même si l'Europe est dans média maintenant, même si le Canada est dans média. Donc c'est la coexistence de ces modèles-là qui fait qu'on augmente en visibilité. Et nous, la clé, si tu veux mettre juste la deuxième slide pour montrer très rapidement, donc les 12 millions de vues, en gros, sont répartis de manière plus ou moins équilibrée dans le monde, parce qu'il y a des pays où il y a les vues sont entièrement gratuites, donc forcément, c'est là où on explose. Et sur les 12 millions, on a quasiment fait la moitié en Chine l'année dernière. Les longs métrages sont bloqués, parce que maintenant, les quotas ne sont pas que sur les salles, mais également sur la VOD. Donc, il n'y a pas de long métrage en Chine, mais les courts métrages il y a 5 courts métrages qui ont été pris par une plateforme, la plateforme de Jia Zhangke, qui est le réalisateur chinois qui était à Cannes cette année. Les 5 courts-métrages ont fait 6 millions de vues parce qu'ils les diffusent non seulement sur la plateforme, mais également sur WeChat, qui est l'espèce de WhatsApp et Facebook et tous ces YouTube. C'est une application. Donc voilà, il y a des consommations, les gens regardent ça sur smartphone. C'est une manière, moi je préfère aller voir les films en salle, mais c'est une manière de voir des films également. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Très rapidement, on est sur un festival donc, qui est en croissance, mais pour Unifrance, le principe n'est pas uniquement de faire 12, puis 20, puis 40 millions de vues, pas uniquement de toucher un public, mais également de travailler sur le côté business, B2B, parce que les plateformes, maintenant, qu'on voyait tout à l'heure, sont demandeuses de plus de films français, de films belges, de films suisses, de films canadiens, parce que ils voient le succès de ces films-là. Ils les ont pas forcément mis en avant, parce qu'ils n'étaient pas forcément achetés. On est sur des films inédits, des petits films. Mais ils sont demandeurs de plus de films. Et c'est là qu'on leur dit, qu'Unifrance n'a pas vocation d'être ayant droit. C'est le seul cas de figure. On n'a pas les droits des films. Nous, on est là pour faire de la promotion. Et on est là pour faire de la promotion. Et c'est là qu'on leur montre, si vous aimez ce genre de film, regardez bien au fin fond de votre catalogue, les films, ils sont. Et il y a des films belges, il y a des films français sur ces plateformes-là, mais vous ne les mettez pas nécessairement en avant. Donc,
côté TVOD, VOD transactionnel, les films sont là. Et là, il s'agit de travailler de manière rapprochée avec les plateformes pour faire soit créer des espaces dédiés, soit créer des rendez-vous réguliers mettant en avant les films européens, enfin la création européenne indépendante. Ça, c'est plutôt une question de business et bien travailler avec eux. Soit avec les plateformes SVOD, vu que par principe, les algorithmes font que il y a une page d'accueil par utilisateur. Enfin, il n'y a pas une page d'accueil qui est pareille. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux plus tu peux plus avoir automatiquement des films francophones en page d'accueil. Mais c'est là que le biais réglementaire est super important et que c'est complètement légitime d'imposer à la fois des quotas en termes de diffusion et en termes de mise en avant. Et je rajoute à ça la question de la transparence. Parce qu'il faut savoir comment ces films fonctionnent. Et naturellement, les plateformes TVOD, comme tu payes à l'achat, tu touches 2 euros, les plateformes sont obligées de dire comment ça marche. Parce que chaque ayant droit touche 2 euros. Enfin, il faut que tu aies un compte rendu. Pour les plateformes SVOD, c'est je te fais un chèque. Enfin, la plupart, pardon, je précise, hein, enfin, on les a déjà cités plusieurs fois. Je te fais un chèque, mais je garde mes données pour moi. Et là, c'est la clé. Et on se demande... C'est peut-être quelque chose de très français, mais on se demande s'il ne faut pas aussi passer par la voie réglementaire pour imposer une transparence de ces chiffres, pour même aller jusqu'au côté, savoir comment artistiquement travailler pour son prochain film, pour sa prochaine œuvre, et faire en sorte que ça continue à plaire et à être acheté et à être consommé. Merci. J'ai une question du coup un peu plus ouverte. Outre cette initiative, donc My French Film Festival, qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont vraiment propres au web et qui seraient des exemples ou en tout cas des innovations au niveau de la promotion des films dans le monde? Est-ce que certains ont d'autres exemples? On travaille, parce que nous on cherche ce type d'initiative pour pouvoir en faire la promotion, parce qu'on a un Facebook, le principe n'est pas de parler que de nous, on est là pour parler d'autres initiatives, pour continuer toute l'année à sensibiliser les gens, à bosser là-dessus. Je pense notamment à un festival au Québec qui s'appelle Plein Écran. Ils prennent des courts-métrages francophones, encore une fois, donc il y a de tout. Et ils les mettent en avant uniquement sur Facebook pendant 24 heures. Donc, ils bossent qu'avec Facebook. Donc, le côté exclu, du coup, fait que Facebook, ça leur met la puce à l'oreille et ils peuvent les aider avec du Facebook Money pour pouvoir faire des campagnes. Mais c'est un festival qui est de courts-métrages que tu peux consommer sur une tablette, sur un téléphone. C'est une autre manière de voir ça qu'un grand film, un long-métrage en salle. Mais c'est une initiative intéressante. Et il y a aussi sur une autre initiative, juste pour mentionner ça, sur le côté un peu démocratisation, il y a le concept de salle virtuelle également, qui est plus petit, qui est plus limité. Mais par exemple, quelque chose qu'on fait nous en Italie, il y a une plateforme qui s'appelle My Movies, qui est un peu le Allociné italien, mais en plus ils ont une plateforme, enfin ils ont un côté VOD, et notamment en question de salle virtuelle. Donc salle virtuelle, tu as un film, en l'occurrence c'est gratuit, tu t'inscris dans les 200, 300, 400 premiers, un chiffre sur lequel ils se mettent d'accord avec l'ayant droit, et à une heure donnée, tout le monde se connecte et les 400 personnes peuvent visionner le film. Et nous, en fait, c'est avec ce genre de concept. Nous, Unifrance, on fait des festivals physiques depuis un certain temps. On fait des rendez-vous du cinéma français à Rome, où seule une petite quantité de personnes peuvent voir dans une salle physique à Rome un film. Nous, si ça se goupille bien et que le film est pas vendu, on peut récupérer les droits pour les donner à My Movies, pour qu'au même moment que la projection physique et au même moment où elle a lieu, tout le public italien peut y accéder, même si c'est limité à 400 personnes. Il y a un côté un peu de démocratisation de l'accès au cinéma européen indépendant par le biais du numérique, parce que tu n'es pas obligé d'être dans la petite élite de personnes qui vont être dans une salle à un instant T. Donc c'est plus petit, les salles virtuelles, mais c'est un concept intéressant. On revient au concept de salle, alors qu'avec le numérique, tout le monde peut consulter ça, mais en termes de droit, ça permet de voir des films qui ne pourraient pas normalement être disponibles partout. Il y a aussi avec Europe Creative Media et une agence de marketing cinéma, The Film Agency, plusieurs stratégies de promotion, par exemple The European Film Challenge, qui a été mis en place dans plusieurs pays, notamment en Espagne et dans des pays de l'Est, où les gens étaient incités à regarder 10 films européens et partager leur expérience sur des réseaux sociaux. Et ils avaient la possibilité de gagner des places pour les festivals, donc Berlin, Cannes, Venise, et ça a eu un succès assez important. Et il y a eu aussi The Tide Experiment avec la même
agence donc qui faisait des sorties day and date, VOD et festival et salles de films. Donc du coup, ça augmentait la visibilité des œuvres en question. Donc ça, c'était des initiatives de Europe Creative Media. Et je pense qu'ils vont relancer ça aussi dans les années qui viennent, enfin dans les saisons qui viennent en tout cas. Nous parlions de grandes plateformes type Netflix ou Amazon et aussi de les plateformes, là je pense qu'on peut lâcher le mot de niche, en tout cas de plateformes qui, au lieu de ratisser très large, ont fait le choix de ratisser plutôt, d'avoir une ligne éditoriale plus serrée. Mais je voulais savoir, je m'intéresse donc à ces petites plateformes, type la Cinétech qui est représentée par Jean-Baptiste aujourd'hui. Mais les petites plateformes qui promeuvent ou qui ciblent peu de films ou qui ciblent des films très précis, type films expérimentaux, type documentaires de création, etc. Je me demandais comment ces petites plateformes pouvaient subsister et comment surtout est-ce qu'elles pouvaient faire le chemin vers leur public et comment est-ce qu'elles ambitionnent de justement multiplier ce public, même s'il est petit. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de la Cinétech et donner des éléments de réponse à ces questions, s'il te plaît? Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, oui. Bonjour. La Cinétech, c'est une plateforme VOD qui a été créée en novembre 2015 à l'initiative d'une association de loi de 1901 qui s'appelle la Cinémathèque des réalisateurs et qui a été cofondée en 2014 par la SRF, qui est la Société des réalisateurs de films en France, représentée par 3 réalisateurs français que sont Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté. Donc d'une part, c'était les 50% d'associations au début, les autres 50% étant Universiné, justement. Universiné qui est pour le coup présent en Belgique, là où nous ne le sommes pas encore. Et Universiné, en fait, avait apporté leurs compétences techniques en matière de VOD à l'époque, là où la SRF, représentée par ces 3 réalisateurs, apportait leurs compétences éditoriales. Donc en fait, c'était une manière de regrouper éditorialisation et capacité technique pour créer une plateforme qui serait dédiée, et j'en arrive au concept de la Cinétech, exclusivement aux films du XXe siècle. En fait, c'est parti d'un constat par les 3 réalisateurs précités que pour voir du cinéma de patrimoine en France, si on était en dehors des grandes villes et habitué aux salles de cinéma, c'était difficile puisque la télévision avait un peu déserté ce travail-là, à savoir les ciné-clubs qui existaient tout au long du XXe siècle et qui ne... C'est plus trop légion aujourd'hui. Arte continue à le faire un peu, mais sinon c'est un peu morne pleine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de place, quasiment pas de place pour les grands films de patrimoine du XXe siècle dans le cadre d'une offre légale en France. Et du coup, tout ça est parti d'une discussion entre toujours ces 3 réalisateurs dont je parlais et Alain Roca, qui est président du groupe Le Meilleur du Cinéma, qui opère Universiné, qui disait effectivement, ça fait longtemps qu'on pense à lancer une plateforme en France qui serait dédiée au cinéma de patrimoine, mais on ne sait pas comment l'éditorialiser. Et je crois que le nœud du problème est là. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est comment on met l'accent sur les films et comment on en parle aux gens et comment on les diffuse. Et du coup, Alain Roca disait que ce projet ne s'était jamais lancé parce qu'il ne savait pas comment le vendre finalement et comment l'éditorialiser. Et c'est là que les réalisateurs ont dit pourquoi ce serait pas nous? Et c'est comme ça que le concept s'est lancé. Et en fait, tous les mois, maintenant, il y a un réalisateur qui peut venir de n'importe où dans le monde, qui donne sa liste de 50 films préférés. Il a une seule règle, c'est que les films ne datent pas d'après l'année 2000 de production. Mais sinon, il a tous les droits de citer du court-métrage, du long-métrage, de l'animation, de l'expérimental, ce qu'il veut. Juste la règle, c'est qu'on s'arrête à l'année 2000. Voilà, c'était une définition très arbitraire du cinéma de patrimoine, mais c'est celle qu'on a choisie pour faciliter un peu la chose. Donc voilà, donc la Cinétech, c'est le site de VOD dédié exclusivement aux grands films du XXe siècle, sélectionnés et présentés par des réalisateurs du monde entier. Olivier, tu posais la question de comment on trouve son chemin vers le public, comment on subsiste, comment on s'agrandit. J'ai envie de dire que la première chose, quand on est... donc voilà, on parle d'offres de niche, et c'est vrai, on est une offre de niche, mais c'est rigolo dans le cas de la Cinétech, parce que c'est une offre de niche à la fois parce qu'on est petit, qu'on est associatif, qu'on n'a pas d'immenses moyens. Je vous expliquerai après comment on est financé quand même. Mais on parle de films du XXe siècle qui sont pour une grande majorité des chefs-d'œuvre et qui ne sont pas des films de niche finalement.
et qui peut-être le sont devenus, et c'est un peu tragique, parce que sur la Cinétech, il y a Voyage au bout de l'enfer de Cimino, il y a Le Mépris, il y a La règle du jeu, il y a Apocalypse Now, enfin, il y a des trucs comme ça. On ne peut pas proprement parler de cinéma de niche, mais ceci étant, Apocalypse Now, il est disponible sur plusieurs plateformes, mais j'ai envie d'insister là-dessus, c'est très important. Sur la Cinétech, on est à 1000 films disponibles à l'heure actuelle. Il y en a près de 300 qui sont complètement inédits en VOD, en France en tout cas. Et alors des exemples comme Théorème de Pasolini, Viridiana de Buñuel, A Swedish Love Story de Roy Andersson. C'est des films qu'on ne peut pas trouver en VOD. Enfin, maintenant, on peut, grâce à la Cinétech, mais jusqu'à l'arrivée de la Cinétech, on ne pouvait pas les trouver en VOD. Donc, on ne pouvait pas les trouver dans le cadre d'une offre légale. Et c'est vraiment ce à quoi la Cinétech... c'est la mission qu'elle s'est donnée, c'est de répondre à cette lacune-là et à ce manque de présence des grands films du XXe siècle en ligne. Donc, en fait, le public, il est là, en réalité. Que ce soit un public d'un certain âge qui envisage le cinéma du XXe siècle comme une Madeleine de Proust et qui se dit « Ah, c'est un film que j'avais vu dans les années 80, j'ai hyper envie de le revoir. » Et ben, il est là, c'est chouette. Ou que ce soit des jeunes étudiants en cinéma qui se disent « Ah bah, Apocalypse Now, effectivement, il est quand même temps que je le vois. » Et il est là, c'est chouette. Ou que ce soit des parents qui ont envie de montrer à leurs enfants des films qu'ils ont aimés aussi au XXe siècle, qu'ils connaissent et que leurs enfants ne connaissent pas. Le public, il est là, mais effectivement, c'est comment on le touche. Et j'ai envie de dire, déjà, il faut être très patient, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place. C'est vraiment une stratégie de longue traîne, ça prend du temps. Il y a des choses qu'on fait à un instant T, qui portent leurs fruits 6 mois plus tard. Voilà, il faut le prendre en compte, il faut l'accepter. Et dans notre cadre, je vais parler du financement quand même, parce que c'est important. En France, donc on est accessible qu'en France pour l'heure actuelle. On espère que ça change. On travaille activement à ouvrir au moins aux pays francophones autour de nous. Et je le dis tout de suite, on travaille activement au lancement en Allemagne et Autriche dès le début de l'année prochaine, puisqu'on a été aidé par le programme Europe Creative Media. Justement, on vient d'apprendre ça. C'est une excellente nouvelle pour nous. Mais en tout cas, on est en France et on parle souvent de l'exception culturelle française qui... on en pense qu'on en veut, mais c'est pas si faux, effectivement. Et c'est vrai que la Cinétech, on est un modèle associatif, je le répète, c'est important parce que ça nous laisse une grande liberté. On n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de pub. C'est-à-dire que les réalisateurs qui donnent leur liste de films préférés sont vraiment libres de mettre ce qu'ils veulent dans leur liste. Et cela est rendu possible par un soutien très fort et très important du CNC, qui est le Centre national de la cinématographie et de l'image animée en France depuis le tout début. On a été aidé également par la région Île-de-France au départ, au lancement, et donc depuis l'an dernier par le programme Média de la Commission européenne. Voilà, donc c'est vrai qu'on a la chance en France d'être soutenu très fortement par les pouvoirs publics, et ce qui aide à remplir, parce que la Cinétech a quand même une certaine mission d'intérêt général, je dirais, d'utilité publique presque. Et on a la chance d'être soutenu dans ce sens-là en France, et ça c'est... Ça vaut le coup de le souligner, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays membres de l'Union. En France, ça l'est. Et après, comment on fait pour continuer à subsister et trouver son public, et mine de rien s'agrandir, et aller vers plus de recettes propres, et plus de financement privé aussi, parce qu'effectivement, le succès appelle le succès. On fait plusieurs choses. On fait ce que tout le monde fait. On fait du marketing, alors à la hauteur de nos moyens, mais on y va de plus en plus. Les réseaux sociaux, pour nous, c'est une force de frappe énorme. Facebook, Instagram, auquel on vient de se mettre, Twitter. C'est une manière, nous aussi, on respecte les quotas. En France, il y a un décret relatif aux SMAD, qui sont les services de médias audiovisuels qui nécessitent d'avoir 50% d'œuvres européennes sur la plateforme et de mise en avant sur la homepage et dans certaines rubriques. Voilà, on fait ça. Et pour en revenir à l'éditorialisation, pour la Cinétech, c'est vraiment un facteur clé. Et moi, je pense que c'est un facteur clé de manière générale dans tout ce qui est offre de cinéma à la demande, de vidéo à la demande, parce que on parle de Netflix depuis le début, qui a un algorithme, effectivement, qui a un algorithme de machine. La Cinétech, c'est presque l'anti-Netflix, en fait. C'est l'algorithme humain. Et c'est, voilà, vous aimez bien Jacques Audiard, ça vous intéressera de découvrir ce qu'il a mis dans sa liste de films préférés. Ah, Agnès Varda a cité ce film-là. Ça fait longtemps que je veux le voir. Bah tiens, comme j'aime bien Agnès Varda, ça m'intéresse de le voir. La règle du jeu, putain, je l'ai toujours pas vu, mais ils sont quand même 15 réalisateurs à l'avoir cité. Il est peut-être temps que je m'y mette. Voilà, donc c'est important. Et nous, on accompagne les films justement par la parole des réalisateurs aussi. On produit très régulièrement ce qu'on appelle des bonus exclusifs. Les réalisateurs qui nous donnent leur liste
parlent des films qu'ils ont choisis, pourquoi ils les ont choisis, pourquoi ces films-là est important pour eux, pourquoi est-ce que éventuellement ça les a aidés à faire un de leurs films, pourquoi c'est leur film de chevet. Et ces petites vidéos, on les diffuse donc non seulement sur le site en accès gratuit et libre pour tout le monde. En fait, seul l'accès au film est payant sur la Cinétech. Tout ce qui accompagne les films est gratuit, dont ces bonus. On a noué un partenariat très fort avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, depuis le début aussi, pour donner accès à des extraits d'émissions cinéphiles du passé, comme Cinéma, Ciné-Regard. On s'est mis récemment, depuis qu'on a un peu plus d'argent, à des pastilles virales en ligne, comme par exemple, c'est le centenaire de la naissance de Bergman cette année. Et on est en train de produire des petites pastilles de 30 secondes, une minute, pour dire comment faire semblant d'avoir vu tout Bergman, par exemple. Alors, ça peut être la scène à connaître, les tenues chez Bergman. Il y a beaucoup de pyjamas. Les gens évoluent beaucoup en pyjama chez Bergman, par exemple. Voilà, donc on multiplie. Et je vais parler d'une chose importante aussi. On parlait tout à l'heure de la SVOD, donc effectivement l'abonnement en termes de VOD qui est en train de devenir l'usage. Et une des réponses à comment trouver son public et comment subsister, c'est aussi rester au goût du jour et aller vers ce que demande le public. C'est ainsi que la Cinétech a lancé le 10 septembre, donc en fait lundi dernier, très très récemment, lundi il y a 2 semaines, une petite offre par abonnement. Et là, on revient à la niche, parce qu'on a décidé de faire une offre qui serait très restreinte, mais très accessible. C'est-à-dire qu'en fait, on propose tous les mois 10 films accessibles en illimité pour 2,99 € par mois, sans engagement. Et ça, c'était vraiment une manière de répondre justement au désir du public, et notamment du public jeune, parce qu'on s'apercevait depuis 1 an que sur la Cinétech, il y avait pas loin de 30% de gens qui avaient moins de 25 ans qui s'inscrivaient sur la Cinétech, mais qui ne consommaient jamais de films. Et voilà, et parce qu'effectivement, 3 € ou 4 € par film, c'est un peu cher pour eux, pour un budget étudiant. Cette offre par abonnement est un moyen d'y répondre. Et c'est vrai qu'on a fait ce travail-là avec les ayants droit en France, de prendre le parti de faire une offre qui est très très peu chère, mais du coup restreinte. Et enfin, si vous allez vous balader sur le site, vous verrez, par exemple, ces 10 films sont organisés autour de sélections thématiques, et on commence ce mois-ci par les premiers films de grands réalisateurs. Alors on trouve La Nuit des Morts Vivants, on trouve À bout de souffle, on trouve Lola de Jacques Demy, La tête contre les murs de Franju, Hiroshima mon amour. Enfin, c'est aberrant le nombre de chefs-d'œuvre en 10 films. Voilà, et ça va se renouveler comme ça tous les mois. Donc tous les 10 du mois, il y a 10 nouveaux films qui arrivent. Ça, c'est une des manières aussi de continuer à subsister et de toucher un public plus large, parce qu'effectivement, au départ, on touche quand même un public, disons-le, plutôt vieillissant, et un public de niche, mine de rien, effectivement. L'ouverture de cette offre par abonnement, c'est une manière d'y répondre. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de... Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On est tous un public vieillissant. Moi, je vieillis tous les jours, un peu plus. Mais par rapport à la liste, parce que c'est très chouette, en fait. Donc, c'est très attractif, évidemment. Quand on est cinéphile, c'est très tentant, c'est logique. Parce que les listes, c'est extrêmement cinéphile. Mais, oui, exact. Mais donc, la liste que fait chaque réalisateur à ce moment-là de ces 50 films, ces 50 films-là ne sont pas forcément disponibles sur votre site. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous proposez d'autres possibilités de les voir? Est-ce que vous essayez de les acquérir? Alors, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on mettait la liste intégrale ou seulement la liste des films disponibles? On a décidé de mettre la liste des films intégrale, bien évidemment, puisque l'idée de la Cinétech, au début, c'est aussi un désir de transmission du patrimoine cinématographique. Et c'est une manière de dire, ces films-là, il faut les voir. Alors, ils ne sont pas disponibles sur la Cinétech. Et je peux peut-être dire 2 mots de pourquoi certains films ne sont pas disponibles sur la Cinétech. En tout cas, les listes sont là en entier, pour inciter les gens, effectivement, à aller les chercher ailleurs, en salle, en DVD, à les télécharger illégalement, enfin, à faire ce qu'ils veulent pour voir les films. C'est pour ça que je l'ai dit en chuchotant. Non, c'est vrai, tous les films ne sont pas disponibles pour des questions de droit. On parle de cinéma du XXe siècle. Quand un film tchèque des années 30 est cité, c'est pas toujours évident, parce qu'il n'a pas forcément été distribué en France. Alors, c'est le travail de recherche de droit, c'est moi qui le fais, donc je peux en parler. Ça s'apparente à de la spéléo, parfois, parce que... on cherche, on trouve pas, ou alors on finit par trouver, et en fait, il n'y a pas de matériel disponible, le film n'a pas été numérisé, ou alors il a été numérisé il y a fort longtemps, la copie est dégueulasse, c'est pas possible de la mettre sur une plateforme, ou alors il n'existe pas de sous-titres français, et nous, à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens de produire des sous-titres. Voilà, il y a plein de cas comme ça. Quand les films ne sont pas disponibles, c'est très souvent une question de disponibilité de matériel.
Et ça, c'est un des deux cas. Et le deuxième cas, souvent, c'est les majors qui travaillent avec des catalogues en entier. Une major américaine, donc les majors, c'est les grands studios, hein, si jamais quelqu'un ne sait pas, ils demandent à ce qu'on achète l'intégralité du catalogue. Donc, admettons, ils ont 500 ou 600 films dans leur catalogue qui vont des années 50 à aujourd'hui. Nous, il n'y en a que 40 qui nous intéressent, mais en fait, on est obligé de payer un MG, un minimum garanti de 400 000 € par an pour avoir l'intégralité du catalogue, alors quand bien même on va en mettre que 40. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, qu'on ne peut pas faire, pour lesquels on n'a pas les moyens à l'heure actuelle. Voilà, c'est les deux raisons principales pourquoi tous les films ne sont pas disponibles sur la Cinétech. Merci. Par rapport, donc, pour revenir aux grands, enfin, on parlait des majors, en fait, le danger, ou en tout cas un des dangers qu'on pointe aujourd'hui, c'est que les grandes plateformes, donc pour ne pas les citer encore une fois, et Netflix, deviennent, elles pensent en plus à acquérir un réseau de salles pour distribuer leurs propres productions. Elles sont basées sur un système de récolte d'avis. Je crois que tu disais 80 milliards d'informations par jour sont récoltées, analysées par Netflix. Donc, mais le truc, c'est donc on a peur en fait d'une certaine forme d'uniformisation, d'hégémonie de ces grandes plateformes, sachant que Disney va lancer sa grande plateforme et qui vont nous servir du Star Wars jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus vraiment. Ils vont tous vers une forme de... Enfin, je crois que Amazon a acheté la licence Lord of the Rings pour je ne sais plus combien de millions de dollars, donc pour resservir encore du Lord of the Rings. Donc, logiquement, on a un peu peur de cette uniformisation. Mais il se trouve que sur Netflix, les créations originales des séries, pas encore le cinéma pour l'instant, récoltent de très très bons avis, autant critiques que de résultats publics. Donc, en quoi est-ce que, selon vous, il faudrait... Où est vraiment le danger et en quoi est-ce que cet algorithme et cette récolte d'informations serait une mauvaise chose fondamentalement, et pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas tourner à une chose plutôt positive, selon vous? Je vais répondre très rapidement. Moi, je pense que c'est pas le même public pour tous les objets non plus, et que Netflix, effectivement, il n'est pas question de dire que les séries Netflix sont pourries ou qu'il n'y a rien de qualité sur Netflix. Mais par contre, tu parlais d'uniformisation, et je crois que le nœud du problème est un peu là. C'est de dire qu'en fait, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons, en fait, et de dire qu'il y a autre chose que ce qu'on leur sert sur la base d'un algorithme qui soi-disant, répond à leurs attentes. Et les attentes du public sont différentes selon le jour et l'heure aussi, et selon qui est ce public. Moi, quand je regarde un film, tu parlais tout à l'heure d'avoir vu une série d'horreur indienne sur Netflix. Ça, c'est vachement intéressant. Effectivement, c'est bien qu'il y ait cette profondeur de catalogue-là et qui répond... Si elle est là, cette série d'horreur indienne, c'est qu'elle répond aux besoins et aux envies d'un certain type de public, et notamment en Inde, j'imagine, ou d'Indiens basés ailleurs dans le monde. Ceci étant, maintenant que tu as vu une série d'horreur indienne, on va te proposer que des séries d'horreur indiennes sur Netflix. Ça, c'est un peu problématique. Si tu regardes un film à thématique LGBT, après, tu n'as plus le droit qu'à des films de fond de tiroir sur deux jeunes garçons amoureux dans un lycée aux États-Unis. C'est un peu le problème, en fait, de Netflix, c'est de penser que le public n'aime qu'un seul type de choses et qu'un seul type de contenu. Voilà. C'est un peu ça, moi, ce que je vois. C'est clair qu'un algorithme, ça fonctionne par entonnoir. Il cherche, il te propose, et forcément l'étau va se resserrer. Donc, il y a ce risque d'uniformisation. Une uniformisation, enfin, c'est même pas un risque, c'est une réalité. Effectivement, ça sera peut-être pas des séries d'horreur indiennes, mais en tout cas, ça sera des séries d'horreur. Et ça sera aussi quelques films bollywoodiens, excusez-moi, je vous confirme. Par contre... Actuellement, de plus en plus de personnes s'abonnent aussi à plusieurs catalogues et qui sont tout à fait complémentaires. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thierry, c'est que effectivement, en fonction des envies, et ça reste malgré tout accessible. On peut tout à fait avoir Uncut et Amazon, ou Uncut et Netflix, ou la Cinétech, surtout que
il y a aussi quand même une baisse de consommation de télévision classique qui est une réalité. Après, on parle beaucoup des algorithmes de Netflix, mais Netflix, qu'ils font aussi, ils construisent leur marque, ils font du branding avec des gros moyens marketing. Et oui, ils suggèrent beaucoup de choses qui sont leur propre production ou dont ils ont les droits dans leurs algorithmes, mais ils communiquent énormément dessus. Quand on va sur cinenews.be, il y a une catégorie « Quoi de neuf sur Netflix ce mois-ci ?» Quand on a moi personnellement, j'ai systématiquement sur Instagram des suggestions de posts promotionnés par Netflix, de posts de Netflix, et ça va pas être le service, ça va être une œuvre une création Netflix à un moment donné, voilà. Donc les choses se retrouvent dans un catalogue, mais on aura plus tendance à cliquer dessus parce qu'on a aussi entendu parler de ça. Donc, un moyen de contrer l'algorithme, c'est aussi et il utilise beaucoup, cette partie éditorialisation, parce que je pense qu'on oublie souvent qu'ils communiquent beaucoup sur leur création. Là, il y a la nouvelle saison de Stranger Things qui va arriver pas tout de suite, mais ils commencent déjà à communiquer dessus. Ils créent une attente. Donc, ils utilisent les outils de communication classique, et la force des plateformes aussi qui n'ont pas ces moyens de gérer des quantités de données énormes, elle serait aussi là, c'est dans la suggestion, dans la communication sur des œuvres en question, et effectivement les réseaux sociaux permettent de cibler le public cinéphile sur Bruxelles de 25 à 40 ans qui ont aimé je sais pas moi, le dernier Joachim Lafosse. Enfin, voilà, on peut aussi cibler en fonction de ça, quoi. Donc on a aussi des outils qui permettent de contrer les algorithmes, et ce sont l'éditorialisation. Enfin, c'est l'éditorialisation, et il ne faut pas oublier qu'eux, ils le font aussi. Donc, leur force de frappe, elle n'est pas uniquement basée sur l'algorithme. Je veux juste rajouter, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais je trouve que les algorithmes, notamment de Netflix, ne sont à ce jour pas très efficace. On est très loin de la science-fiction. Le nombre de fois où je me suis fait recommander des contenus qui n'avaient aucun rapport avec ce que j'avais vu. Je sais pas, vous avez aimé Friends, vous adorerez C'est arrivé près de chez vous. Non mais j'exagère, mais c'est souvent hallucinant, très sincèrement, enfin je trouve. Et c'est pas forcément parce que tu as vu une série d'horreur indienne que tu as envie d'en voir une autre. Et puis c'est pas forcément parce que c'est indien que ça va être la même type. Tu peux avoir des thématiques, et je trouve qu'ils ont, par rapport, en comparaison à tout ce qu'ils annoncent analyser chaque jour, je trouve qu'on est encore loin du côté de l'intelligence artificielle qu'on nous vend sur d'autres thèmes. Et c'est là que l'éditeur, parce que comme tu dis, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, et c'est là que l'éditorialisation, pas plateforme de niche ou pas plateforme de niche, que l'éditorialisation est importante. Je pense à Mubi, tu as 30 films à un instant T, tu en as un qui rentre, un qui sort chaque jour. Au bout d'un moment, si tu es abonné, c'est que tu fais confiance au curateur. Et c'est pour ça que la Cinétech, à la limite, c'est la curation ultime, parce que non, c'est pas des gens que tu connais pas, responsables d'acquisition ou de programmation, c'est des réalisateurs reconnus. C'est pour ça que pour moi, c'est une des plateformes ultimes en termes d'éditorialisation, parce que tu fais confiance à les gens qui choisissent sont en plus des gens que tu connais, au moins de nom. Donc, c'est complémentaire. Et je pense que si la clé peut aussi être, on n'y aura pas de supermarché avec tous les films dedans, c'est comme ça, c'est des droits, il y a une économie. La question, c'est maintenant quelles sont les ressources de chaque foyer pour être abonné à 10 plateformes différentes. Mais si c'est la manière de voir, si on est assez cinéphile pour être abonné à Uncut et la Cinétech et Mubi et Netflix et Amazon, très bien. Voilà. Ça coûterait encore moins cher que la télédistribution classique. Enfin, il y a aussi ça. Donc, Je vais encore dire un petit mot au niveau du ressenti. On est au niveau du ressenti pour moi maintenant, et j'ai une réaction très conservatrice en fait. Quand Scorsese fait The Irishman, produit par Netflix, il a cherché pendant des années donc à produire. C'est un vieux projet, il a eu du mal à le monter. Il a l'opportunité de le faire à ce moment-là. Netflix s'oppose au cinéma en salle et en même temps exploite la notoriété d'un cinéaste qui existe grâce à la salle et grâce à des années de fréquentation cinéphile. Et il y a pour moi un paradoxe dans tout ça, parce que c'est une sorte de vampirisation, mais
quand Netflix prend un premier film et le met sur sa plateforme en interdisant sa sortie en salle, dans un sens, il stérilise le cinéma. Ce cinéaste-là ne s'inscrit pas dans la même temporalité, n'aura pas la même existence sans avoir eu de sortie en salle, à mon sens, dans l'histoire du cinéma. Et donc, est-ce que ça, dans un sens, ça tue le Scorsese de demain? Est-ce que cette façon d'agir, d'exploiter à la fois ce qui a été créé par le cinéma et d'empêcher l'émergence nouvelle de certains cinéastes en salle, en faisant une sorte de téléfilm 2.0, est-ce que ce n'est pas, à ce stade-ci, stériliser le cinéma, dans un sens? Parce que moi, je pense à ce que tu dis sur Netflix et la salle. Alors, je pense que ça concerne assez spécifiquement le contexte français, justement à cause de la chronologie des médias, parce que moi, je me souviens de ce film sur les enfants soldats, Beast of the Nation, je crois, dont ils avaient acquis les droits, et qu'ils avaient justement sorti en salle aux États-Unis pour qu'ils puissent concourir pour les Oscars. Ce que fait Mubi aussi. Oui, mais ça, c'était un coup de pub par Bah, rapport aux Oscars. Mais Mubi fait ça aussi. Bien sûr, mais ils fonctionnent par coup de pub, on est d'accord, et loin de moi de dire qu'ils sont parfaits, que leur but ultime, c'est de soutenir les jeunes créateurs, les jeunes Scorsese de demain. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi un certain côté dans la chronologie des médias qui est quand même qui ne bénéficie pas à la... Donc, je ne pense pas qu'ils sont en train de tuer le Scorsese de demain. Par contre, effectivement, le côté exclusivité peut brider aussi enfin, faire des créations et des créateurs une sorte de chasse gardée de Netflix qui n'est pas bénéfique. Mais par contre, voilà, je sais aussi que s'il faut faire l'inverse, ils vont le faire. Et ça, c'est pas Netflix, mais Amazon, ce que tu disais tout à l'heure, se renseigne pour racheter aussi des salles de cinéma, aussi pour l'instant aux États-Unis. Mais si ça se passe aux États-Unis, à un moment, ça arrivera aussi ailleurs. Moi, je trouve juste, ce qui est sûr, c'est que Netflix bouffe à tous les râteliers. C'est sûr, je suis désolé, je suis un peu vulgaire. Mais je crois qu'il y a un truc, et là, on en revient à l'exemple français de la chronologie des médias, où il faut prendre en compte aussi les nouveaux usages, tout simplement. Je crois qu'en fait, une vraie chose, c'est que le nouveau Scorsese, moi, à titre personnel, je suis parfaitement déprimé de voir ça sur Netflix. Je suis déprimé de voir le nouveau Cuarón sur Netflix. Je suis déprimé de voir le nouveau Greengrass sur Netflix et pas en salle, parce que je vis en France et que ça sortira pas en salle. Ceci étant, certains jeunes gens de 15-20 ans, pas tous, mais certains, et un certain nombre, et un grand nombre même, que le film sorte en salle, ou ne sorte, même si le film sort en salle, ils n'iront pas le voir en salle. Donc, ce qui est plus pénible, c'est cette histoire de la chronologie des médias, dans ce sens-là, un peu. Je crois que c'est... Moi, un film, s'il sort en salle et s'il est sur Netflix, j'y vais forcément en salle. Enfin, je crois qu'il y a aussi un usage et qui est typique et personnel de chaque utilisateur. Pour le cinéma, c'est atroce comme mot. Chaque spectateur, de la manière dont il regarde et il consomme, puisque c'est quand même de la consommation, finalement, le cinéma. Et c'est à prendre en compte, et c'est ce que... voilà, c'est pas à balayer d'un revers de main non plus, je trouve. Au départ, on se posait la question pour la Cinétech, est-ce qu'on le rend accessible aux plateformes et aux tablettes et aux téléphones? Et les réalisateurs étaient évidemment hyper contre, en disant bah non, c'est épouvantable quand même, la règle du jeu sur iPhone, c'est épouvantable. Encore une fois, je suis d'accord, c'est épouvantable la règle du jeu sur iPhone. Mais si y a un jeune homme de 17 ans qui a envie de voir la règle du jeu et qui voit pas ça sur son ordinateur ou qui a envie de le regarder dans le train, je vois pas pourquoi il faudrait lui interdire en même temps. Voilà. Donc, où est-ce qu'on place le curseur entre nos propres usages et notre propre affection de comment on regarde le cinéma et les usages actuels? Quentin, encore une intervention avant qu'on laisse la parole, les questions au public. Ouais, simplement, c'est rapide, c'est juste pour dire qu'effectivement, enfin, on a pu dire des choses, parler de directives, tout ça, on ne s'acharne pas. Enfin, quand je prenais l'exemple de Divine, enfin, ça a permis à film d'être vu dans des pays dans lesquels il ne serait jamais vendu. Je crache pas du tout sur ce type d'initiative. En termes de visibilité, c'est exceptionnel. Ce qui est dommage, c'est derrière le côté
l'opacité de la consommation, ne pas savoir comment ça marche, ne pas pouvoir savoir si ça marche ou pas. C'est le manque de collaboration et de coopération qu'on est obligé de compenser par des voies réglementaires, mais qui sont complètement justifiées et qui, je pense, vont sauver, enfin, permettre de faire évoluer le marché dans le bon sens. Mais Scorsese et tout, en l'occurrence, je suis plutôt de ce côté-là, sur le fait que je préfère qu'il soit vu sur Netflix, qu'il soit pas vu du tout. Et on a toujours aimé voir. Non, bien sûr, mais la salle reste la meilleure manière, à mes yeux, de voir un film. Mais MyFFF, on a fait pareil. On a donné accès sur smartphone parce qu'on préfère que ça soit vu sur smartphone que pas du tout. Et les réalisateurs. Mais tu vois, de là à ce que les réalisateurs se disent, mon prochain film, je vais le réaliser pour qu'il soit visible sur smartphone. Il y a qu'un pareil, il y en a d'autres qui seront toujours réticents. Ça sera du choix artistique de chaque réalisateur, mais Netflix, Amazon et toutes les plateformes, même les supermarchés de la SVOD restent une manière de voir des films qui n'auraient pas pu être vus autre part. On est sur mon côté très parisien, on est sur des... pardon, excusez-moi, il y a énormément de salles, mais quand on voit MyFFF, il y a des gens qui doivent faire des centaines de kilomètres, enfin des dizaines de kilomètres en voiture pour arriver sur une salle de ciné dans laquelle il n'y a pas de quota et tu peux avoir 7 fois Transformers dans cette salle, forcément, je suis content qu'ils puissent voir un film sur leur smartphone, qui soit un film français, même si ça leur plaît pas, mais au moins, ils ont la possibilité de le voir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du côté de la salle? Oui, monsieur. Je suis très gourmand, j'ai 4 questions, donc évidemment, je vais les poser en ordre de priorité, c'est-à-dire que la plus importante sera la 4e, et donc je laisserai évidemment le reste du public, donc je demanderai d'abord de répondre à la 4e, et puis alors, si vous avez le temps et qu'il n'y a pas trop de questions, les 3 autres. Alors la première, elle n'est pas anecdotique, mais elle me paraît moins importante, c'est-à-dire, est-ce que les grands producteurs de médias comme Netflix, etc., ont tendance à s'installer dans les pays européens les plus complaisants en termes de quotas et autres? Ça, c'est une première question. Alors la deuxième question, c'est pas vraiment une question, mais un commentaire, mais qui peut suggérer peut-être justement des réflexions et un débat. C'est que je suis dans l'informatique. Et en fait, les algorithmes, il faut pas être dupe, en fait. C'est pas des trucs figés, c'est pas des trucs... c'est des trucs hyper dynamiques, c'est-à-dire c'est des programmeurs. Et dans les programmeurs, vous avez des gens stupides, donc c'est ce qui fait qu'on a des suggestions parfois bizarres, mais vous avez aussi des gens très malicieux dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en permanence, ils peuvent modifier le contenu du code pour que les algorithmes soient plus adaptés à ce qu'eux, ils veulent, tout en nous donnant l'illusion que c'est plus ou moins automatique, etc. Un algorithme, c'est quelque chose qui est pensé par des gens et qui parfois ont des intentions tout à fait... malhonnête, je dirais, sur le plan culturel, par exemple. Voilà, ça, c'est les 2 premières questions. Le plus important, maintenant, c'est la 3e. Je pensais la poser à monsieur, mais il se fait que lui-même a fait une réflexion là-dessus. Et je dirais, plusieurs ont fait des réflexions. Je pense que la question sur diffuser sur Netflix, etc., est plus fondamentale. C'est la question même du cinéma. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, mais là, j'ai aucun élément concret, vous en avez peut-être beaucoup plus, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement de ce qu'est l'idée même de cinéma? Je m'explique. C'est qu'on a 50 ans, 60 ans de téléfilms et de films, et on sait que les besoins de production ne sont pas du tout les mêmes. Ça coûte beaucoup moins cher de produire un téléfilm, etc. Les besoins pour le cinéma, en termes de, je ne sais pas moi, d'éclairage, de caméra, de technologie, sont beaucoup plus lourds. Les besoins de production, pour un réalisateur pour réaliser son film, si c'est un film ambitieux, va mettre beaucoup de temps pour trouver de la production. Or, je me demande, le réalisateur belge là, qui avait déjà fait son film, sans doute, avant de négocier avec Netflix, est-ce que, sachant qu'un bon pourcentage, là, ça serait aussi intéressant de savoir combien de gens, combien de films ne sont plus du tout produits en salle en Europe, c'est-à-dire directement, qui passent directement par les circuits parallèles. Parce que alors, la question d'un réalisateur, c'est de se dire, notamment ce réalisateur belge, mais tout compte fait, si un pourcentage très conséquent de gens vont le voir sur iPhone, j'ai pas besoin, même en voulant réaliser quelque chose de valable, de payer des moyens technologiques démesurés pour aller avoir ce genre de médias. Je pense par exemple à Visconti. Imaginez Visconti avec Le Guépard, un film superbe en termes de production qui a dû coûter très très cher à l'époque. S'il avait négocié avec Netflix et que Netflix lui dit il n'y a pas de salle, en supposant qu'il accepte, ce qui m'étonnerait de quelqu'un comme Visconti, eh bien, de toute façon, il aurait sans doute eu un budget de production qui aurait été bien plus bas.
Donc voilà, c'est une question que je suis en train de me poser, philosophique presque. Est-ce que le cinéma n'est pas en train de changer ? Parce que je ne pense pas que tous les réalisateurs maintenant vont courir des budgets démesurés en sachant qu'ils vont peut-être passer sur un média de télé ou autre. Et la quatrième question, c'est là à laquelle je voudrais que vous puissiez répondre en priorité. Et d'abord, je laisserai évidemment pour les autres questions le temps aux autres. C'est celle qui me paraît le plus important. On n'est pas dans un endroit anodin ici. On est au Point Culture. Et Point Culture, avant, c'était une médiathèque. Et moi, comme je suis enfant de pauvre, et je suis resté relativement pauvre, il y a un truc que j'ai trouvé fabuleux depuis que j'étais gamin, c'est les bibliothèques. Alors, il faudrait que je retrouve l'histoire des bibliothèques, mais c'est une centaine d'années, je pense. C'est un projet social, culturel, de promotion de la culture pour les gens qui n'ont pas les budgets de s'acheter des dizaines et des dizaines de bouquins. Or, après, dans les années 50-60, il y a eu les médiathèques. Et maintenant, pour que la médiathèque puisse vivre, comme elle est marginalisée en termes de production de médias, en termes de diffusion de médias, elle est obligée de faire des choses très intéressantes comme ceci, mais elle ne s'appelle même plus médiathèque. Est-ce qu'il ne faudrait pas des politiques culturelles de promotion des médiathèques ? Alors, les médiathèques physiques, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on est tous paresseux maintenant. On a du streaming, donc on va préférer même payer légalement du streaming que d'aller à la médiathèque du coin, en plus de devoir repasser le média. Mais alors, il y a une réflexion qui ne me semble pas du tout faite actuellement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des politiques publiques qui créeraient des médiathèques virtuelles ? Donc la médiathèque existe déjà virtuelle, hein. Oui, mais qui serait promue en tant que diffuseur alternatif. Je veux dire, comme ça, on peut avoir et la diffusion d'Amazon et la diffusion de Netflix, etc., dans un budget tout à fait raisonnable, celui qu'on attend d'une médiathèque. Donc la médiathèque centraliserait en fait, comme une bibliothèque normale, sur son site web du téléchargement de médias qu'il aurait payé de toute façon légalement. Voilà, ça c'est ma question la plus importante et dans l'ordre. Merci bien pour... Moi je vais répondre très brièvement à la première question, qui est la quatrième. Merci à votre site au fait, hein, j'irai voir ce site. Et encore en donnant un exemple français, hein, je suis désolé, je connais surtout la France. C'est intéressant ce que vous dites parce que en France, il existe quelque chose qui s'appelle Médiathèque numérique, qui est à l'initiative de Universiné et de Arte, de l'Institut français aussi, si je ne m'abuse. En tout cas, l'Institut français se sert de médiathèque numérique pour la diffusion des films français. Et qui est exactement ça, en fait. Ce sont des packages de films achetés par les médiathèques pour donner accès à leurs abonnés à un certain nombre de films par mois, de la même manière qu'avant, ils louaient des DVD. Maintenant, ils louent de la VOD. Donc, c'est-à-dire dans le cadre de l'abonnement à la médiathèque. Je ne sais pas combien ça coûte. On a le droit à 3 films en VOD par mois sur cette plateforme directement, qui a une interface spécifique, c'est-à-dire qui regroupe les catalogues d'Universiné et de Arte, mais pas du tout à leur couleur, vraiment aux couleurs de la médiathèque numérique. Voilà. Et là, les pouvoirs publics aident ça en France, puisque le CNC, c'est une des choses qui le finance. Et par ailleurs, même le travail avec les ayants droit est différent là-dessus, puisque le prix de location du film est plutôt autour d'1,99 €, là où on est plutôt sur du 3,99 € quand c'est un prix public. Et de nombreuses conversations avec les ayants droit, parce que je passe ma vie à parler avec les ayants droit, m'apprennent que ça fait 80% de leur chiffre d'affaires, ces médiathèques numériques. Et que... Non, je trouve pas, effectivement, mais j'ai l'impression que les gens le savent. En fait, j'ai l'impression que les gens en France continuent à être abonnés à des médiathèques et à des bibliothèques, et que du coup, de facto, c'est dans leur abonnement à la base. Mais c'est vrai que c'est pas tellement communiqué, je trouve, effectivement. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Donc l'initiative vient, vous le dites, d'Arte et d'Universiné, et puis c'est soutenu par le CNC. L'initiative n'a pas encore émergé chez nous par rapport à ça. Par contre, il y a un soutien à Universiné. Donc c'est-à-dire que quand il y a 10 ans, les plateformes ont commencé à apparaître, et que, au nom de la diversité et au nom de l'existence de contenus différents des contenus mainstream, on a décidé de soutenir Universiné, et on le soutient depuis 10 ans. Mais je ne sais pas s'il y a, franchement, je ne m'occupe pas de la médiathèque, je ne sais pas s'il y a une réflexion chez eux
de l'évolution de la consommation. Or, elle est indispensable, puisque effectivement, on a tous cette paresse de ne pas venir. Quand j'étais enfant, on allait louer les disques qu'on enregistrait sur des cassettes et qu'on conservait de façon tout à fait illégale. Mais voilà, je ne sais pas par rapport à ça où en est la réflexion de Point Culture. Je vais répondre à la question 1. Oui. C'est malheureusement sur est-ce que ils ont tendance à s'installer dans des pays où c'est plus léger. Enfin, de fait, c'est le cas. Je dirais plutôt ça comme ça. De fait, c'est le cas. Donc voilà. Après, sur le changement des usages. Bien sûr, mais moi, ça me fait penser aux années 60 et à la Nouvelle Vague, par exemple, où il y a eu toute une génération de cinéastes qui, avec l'arrivée de nouveaux outils, des nouvelles caméras qui sont légères, qui étaient légères et qui ne demandaient pas des installations immenses, très lourdes en studio, de manière de travailler très, très organisée avec énormément de personnes, ont permis aussi l'émergence d'un nouveau type de cinéma. Et c'est une richesse incroyable. Et maintenant, avec les usages voilà, pour la possibilité de faire un film avec son téléphone, on assiste aussi à une explosion de créativité. Bon, bien sûr que les majors l'utilisent. Et par exemple, il y a la chaîne ABC qui a créé une joint venture, donc en collaboration avec Snapchat, où ils produisent des séries spécifiquement destinées à la plateforme. Enfin, chez nous, la RTBF l'a aussi fait. C'est quelque chose de plus cadenassé, plus classique, mais il y a aussi énormément de création qui est bien sûr plus difficilement visible, et il faudrait travailler aussi dans cette direction-là. Par exemple, sur Vimeo, il y a plein de choses qu'on peut voir qui sont de l'ordre ça va être du documentaire artistique, aussi moyennant soit location, soit abonnement, mais pour moi, c'est plutôt une richesse. Et le cinéma classique tel qu'il existait dans les années 30 avec des grands studios, il existe encore. Donc, oui, c'est-à-dire que la diversité, c'est génial, évidemment. Et des jeunes qui peuvent faire un film avec un smartphone, hein, ça existe. Il y a déjà des films comme ça, c'est génial, c'est très dynamique. Mais je veux dire, l'idée même de cinéma en tant que, par exemple, promotion de films avec les Oscars et Cannes, etc., jusqu'à présent, les téléfilms n'ont pas tellement leur place dans ces trucs-là. Or, si le cinéma, via Netflix, devient une sorte de médias de qualité éventuellement, hein, mais je veux dire qui est au niveau technologique, en fait, le paradigme du cinéma, sans doute, c'était la grande salle. C'était ça qui mobilisait les technologies, etc., pour les réalisateurs. Je veux dire, à partir du moment où c'est plus la grande salle, ils n'ont plus besoin de faire tout ce travail-là, et on passe à un autre type voilà, c'est ça que je demande. En fait, c'est une question que je pose. Hein, c'est même pas une critique finalement. C'est est-ce que le cinéma, en tant que type de production, n'est pas en train de glisser vers le téléfilm de fait? Je pense qu'il y a des choses qui contredisent tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que le budget des séries, comme me soufflait Alexandra, il y a des budgets de séries qui sont colossaux, qui sont même hors proportion par rapport à la norme du cinéma, avec une recherche de qualité, avec aussi des frais d'effets spéciaux, qui sont vraiment tout à fait au-delà du film logique. Et paradoxalement, en parallèle à cela, par rapport au cinéma, effectivement, le numérique a amené une légèreté et une possibilité de produire avec des moyens qui sont moindres. Mais je ne pense pas que ce soit lié à la diffusion. Je pense que c'est comme pour la nouvelle vague avec les caméras qu'on pouvait enfin sortir des studios, puisqu'avant, ça demandait trop d'éclairage avec la pellicule, les caméras étaient trop lourdes, donc on pouvait tourner qu'en studio. La nouvelle vague a réagi à ça, a tué les anciens... En trouvant que c'était le cinéma de papa, etc., en offrant autre chose, grâce à une évolution technologique. C'était pareil pour les impressionnistes avec la peinture en tube qui était apparue à ce moment-là et qui permettait aussi d'avoir quelque chose de plus rapide. Donc voilà, il y a cette évolution technologique en parallèle, mais ce n'est pas pour moi lié aux moyens de diffusion. C'est pas parce que ça va être diffusé sur une chaîne de VOD que ça doit être produit pour moins cher, contrairement à ce qu'on avait pour les téléfilms, effectivement, où ici on a une politique des chaînes de SVOD d'avoir
au contraire des productions de prestige, à la limite qui pourraient être plus chères que le cinéma, juste pour prouver qu'on est capable de le faire. Donc voilà, je crois qu'on est plutôt dans cette dynamique-là pour l'instant. Quand on regarde Versailles, par exemple, visuellement, c'est sublime, ou même les séries où il y a une recherche visuelle, comme même Game of Thrones. Oui, ou The Voilà. Crown. The Crown, Crown, ça coûte The 5 millions de Crown, pounds ouais. par épisode. 5 millions de pounds. C'est clair. Donc, Merci beaucoup. Il me reste juste quelques... Merci beaucoup à vous 5. Il me reste juste bon, alors je ferai la présentation du film du festival après. Alors en 2 minutes, mademoiselle, si possible. C'est un peu à côté du sujet de la diversité, mais comme vous avez parlé des salles virtuelles, je me demandais si ça incluait l'accès à un espace de chat collectif après le film. En fait, je trouve que, comme on parle des salles et du fait de plus aller en salle, etc., moi, c'est un truc qui me consolerait peut-être. Alors, sur le sujet de la salle virtuelle, sur l'exemple que je donnais, je ne pense pas qu'il y ait d'espace de chat. En revanche, il y a des initiatives qui sont faites, notamment en France, par quelque chose qui s'appelle La Toile, qui est une plateforme de VOD à destination des salles de cinéma. Et il y a des initiatives comme ça qui permettent de prolonger l'expérience cinéma. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu continues à aller au cinéma pour partager, parce que c'est une expérience, c'est génial aussi. Les salles de cinéma, tu partages le film ensemble, mais une fois que tu rentres chez toi, tu reçois un mail de la salle qui te dit: vous avez aimé ce film-là, allez sur La Toile, c'est un peu un truc en marque blanche où en fait tu le mets aux couleurs de ton propre cinéma et tu as accès à des contenus supplémentaires, une salle de discussion et toi. Donc le numérique et les plateformes peuvent parfois aussi servir à la prolongation de l'expérience cinéma, non pas pour garder les gens chez eux sur leur canapé, mais au contraire pour prolonger l'expérience cinéma et même l'expérience humaine après le visionnement en salle. Merci. Donc voilà, très vite, merci beaucoup pour cette discussion. Il me reste quelques minutes pour donc parler du festival Coupe-Circuit qui, un peu à la manière de My French Film Festival, va durer 1 mois. Pendant 1 mois, il y aura accès à 34 films, 34 productions. Ce ne sont pas des longs métrages, ce ne sont pas des films qui ont été diffusés en salle. Ce sont des... Alors si j'y arrive... Pardon, excusez-moi. Voilà. Ce sont des films qui... Il y a aussi des créations sonores. Ce sont beaucoup de films associatifs ou de films collectifs. Et vous pourrez y accéder pendant 1 mois. Il y a 3 sélections. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Je comprends. Donc il y a 3 sélections différentes. Il y a une compétition auquel tous les spectateurs peuvent accéder. Enfin, de toute façon, le contenu est en accès libre à tout le monde, mais en compétition. Donc il y a 16 œuvres, majoritairement des courts-métrages, qui ont été choisis par des comités de sélection citoyens à Bruxelles et en Wallonie. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes, des groupements de citoyens qui ont été animés par certains des animateurs du Xara, qui ont vu des films et qui ont établi leur propre sélection. Il y a 16 œuvres qui posent des regards critiques et souvent assez singuliers sur plusieurs luttes sociales contemporaines. Il y a de l'animation, il y a du docu, il y a du long métrage, 52 minutes, c'est toujours en dessous de l'heure, ça va jusqu'aux 52 minutes. Il y a une sélection regard de l'intérieur, là ce sont des créations qui ont été faites avec des détenus. Donc cette année, en fait, Coupe-Circuit fait un focus sur le milieu carcéral et proposera plusieurs soirées thématiques autour de films qui traitent du sujet de la prison, de l'incarcération, de la privation de liberté. Donc nos événements seront axés sur ce thème-là. On a dans la section Regard de l'intérieur, il y aura 9 productions qui ont été faites donc, dans le cadre d'ateliers avec des détenus, que ce soit de la radio ou aussi de la vidéo. Et alors, nous avons une sélection qui s'appelle Offre de filmer à tout prix. Vous êtes au courant, le Xara organisait le festival Filmer à tout prix, un festival de documentaires d'auteurs en Belgique pendant de nombreuses années.
On espère qu'on pourra, même si le festival est en danger, en tout cas le festival a traversé une mauvaise passe, mais on a des bons signes pour la suite. Donc on a décidé d'élaborer aussi une sélection de 9 films. Donc là c'est du documentaire d'auteur, de création. 9 films qui sont traversés par le thème de l'enfermement et que les réalisateurs ont gentiment cédé les droits de leurs films, et ils accompagnent chacun de leurs films d'une carte postale faite spécialement à l'occasion. Voilà. Comment ça se passe pour la compétition ? En compétition, donc, quand vous ouvrez la page du film, sur les réseaux sociaux, chaque jour, un film sera mis à l'honneur et plus en lumière sur nos réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous au Facebook de Coupe Circuit, au Twitter de Coupe Circuit. Mais donc, sur la page du film, vous aurez le droit de voir le film donc, gratuitement en accès libre pendant un mois. Et aussi, vous avez accès à un entretien entre les comités de sélection donc, qui ont choisi le film et le réalisateur du film. Donc, c'est comme un bonus DVD directement sur la page du film lui-même. C'est un exemple des échanges qu'il y aura dans le cadre de Coupe Circuit, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'autres échanges, notamment dans les événements qu'on fait à Bruxelles et en Wallonie. Donc Bruxelles, chaque vendredi pendant le festival, il va y avoir une rencontre entre les réalisateurs et des citoyens. Donc ce qui sera retransmis en live stream sur la page Facebook. Vous pourrez aussi poser vos propres questions si vous avez des questions sur les films des réalisateurs. Ce seront des films qui auront été mis à l'honneur toute la semaine sur nos réseaux sociaux. Donc vous pourrez vous-même, en tant qu'internaute, poser des questions directement aux réalisateurs lors de ces live streams. Mais il y aura d'autres personnes aussi qui poseront des questions sur place, parce qu'on ne compte pas seulement sur les questions des internautes. Et alors, cette rencontre sera suivie à chaque fois une projection d'un film sur le milieu carcéral. Donc, première fois, c'est à Bruxelles, La mort se mérite, qui est un film français. Et ensuite, on organise une réflexion, un débat de réflexion autour. Là, c'est le système prison. Il y aura aussi à Charleroi, Marche en Famenne. Et La Louvière. Donc c'est à chaque fois des films partenaires, des cinémas partenaires et nos animateurs sur place. Tout est inscrit dans les petits flyers que vous trouverez à la sortie. Voilà, donc il me reste plus qu'à remercier tous nos partenaires, à vous encourager bien sûr à liker le Facebook du Xara et de Coupe Circuit, et aussi le Twitter, et à nous suivre, et aussi venir assister à nos événements. Le prochain rendez-vous, c'est le 12 octobre au Jacques Franck à Bruxelles. Merci beaucoup de votre attention.